Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla. On va aborder deux sujets avec notre invité Armand Guenet et son association. On en parle dans Causement Réunionnais. Bonsoir Armand Guenet. Bonsoir Jesmi. On va rappeler votre association qui s'appelle Réagissons. D'accord. C'est une association qui est totalement indépendante de tous les partis politiques, y compris l'extrême gauche, l'extrême droite et même l'extrême centre. D'accord. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé halal, mais avant de commencer là-dessus, on va revenir sur un sujet d'actualité actuellement. La phase pour terminer cette route du littoral n'est pas encore connue. Il y a eu un peu de polémique, il y a eu la manifestation des transporteurs. Quel regard sur la situation aujourd'hui ? L'association s'interroge, comme les transporteurs, comme bon nombre de Réunionnais, à la sortie de la réunion entre le groupement NRL, le préfet, la région, le président de région avait un air de victoire en disant voilà, nous allons bientôt faire une conférence de presse, et la conférence de presse n'est pas venue. Elle a été reportée, sine die, et la montagne a accouché d'une souris. Nous n'avons pas eu la solution préconisée par la région pour permettre la fin du chantier de la NRL. Apparemment, c'est un petit bout de chantier pour donner un petit bout de carotte aux transporteurs pour les calmer. On les calme en disant voilà, vous allez avoir 300 mètres de chantier à faire, ça va vous permettre d'avoir un petit peu de sous, vous n'allez plus grogner, vous n'allez plus manifester devant la région, ça va vous calmer. Donc voilà, pour l'instant, nos amis transporteurs sont calmés. Mais quid de la fin du chantier ? On avait entendu parler de caissons type caissons de Monaco. On n'en sait pas plus. On n'en sait en fait strictement rien. Est-ce que c'est vraiment des caissons type de Monaco qui vont être utilisés pour terminer le chantier pour la digue MT5-2 ? On ne le sait pas. Combien de caissons vont être utilisés ? On ne sait pas. Ça va coûter combien surtout ? On ne le sait pas. Combien de temps ça va prendre ? On ne le sait pas non plus. Donc c'est vraiment fumeux. C'est fumeux. Voilà. Ce qu'on voit actuellement sur l'entrée ou la sortie de Saint-Denis, du côté, donc bien sûr, montagne, de la Redoute, on voit que les travaux avancent à ce niveau-là. Ils avancent pas, c'est du sur place. C'est comme je viens de le dire, c'est pour faire patienter les transporteurs surtout, parce que ce sont eux qui montrent les dents lorsqu'ils sont mécontents. Je voudrais ajouter un petit mot aussi sur l'enquête publique qui a lieu actuellement concernant le boulevard Néo. Là encore, on met la charrue avant les bœufs et on interroge les Dionysiens sur un boulevard ouest, alors que le boulevard sud n'a jamais été terminé et que les embouteillages sont monstrueux, surtout le soir, entre le boulevard U2 et la fin du boulevard sud vers Gillot tous les soirs. C'est ce boulevard sud qu'il faudrait réaménager pour permettre une fluidité de la circulation, ce qui n'est pas fait, ce qui n'est pas envisagé. Une chose qui m'avait, à l'époque, c'est Paul Vergès qui m'avait fait la remarque, il me disait qu'on met des entrées sur une voie de délestage. Il trouvait ça un peu paradoxal. Oui, mais c'était mal conçu dès le départ, voilà. Et mal conçu dès le départ, le problème ne fait que se perpétuer d'année en année, et avec l'augmentation du nombre de véhicules chaque année, la circulation ne fait qu'augmenter, et le mal ne fait qu'empirer d'année en année. Ça vous rassure de savoir que le financement de ce qui reste à faire fera partie du plan de relance du gouvernement ? Non, ça me rassure pas du tout.
je l'ai déjà dit, je crois, je vais le répéter, c'est une faute morale. Le plan de relance était prévu pour permettre aux entreprises touchées par le coronavirus de s'en sortir, de sortir la tête de l'eau. Et là, on va priver ces entreprises touchées par le coronavirus de se sortir la tête de l'eau, et on va donner aux entreprises du CAC 40 qui ne sont pas touchées par le coronavirus, qui n'ont pas été, de bénéficier d'aides qui devaient être destinées aux entreprises, des petites entreprises artisanales ou commerçantes. Elles vont être privées, ces petites entreprises, et c'est les grosses entreprises du CAC 40 qui vont bénéficier de ces aides. C'est pas normal. C'est pas moral. Et dernière question là-dessus, on parle, il y aura les élections régionales donc au mois de mars normalement, au mois de mars 2021, si tout se passe bien, si le calendrier est respecté, ça sera l'occasion peut-être de faire savoir ce que les Réunionnais pensent de tout ça. C'est aux Réunionnais de s'exprimer. Je suis très pessimiste pour les élections. Les Réunionnais, comme la plupart des Français, sont très déçus des élections. C'est la raison pour laquelle ils ne vont plus voter. La dernière élection départementale, je crois qu'il y a eu 15% de votants. Où sont passés tous les autres? C'est parce que les gens ne croient plus. Que disent les candidats? Votez pour nous, vous allez voir ce que vous allez voir quand nous allons être élus. À chaque fois, on le voit. Lorsque les candidats se présentent, ils ont de vastes programmes, et dès qu'ils arrivent à Paris, ils ont totalement oublié leur programme. Totalement oublié. Voilà. Une question sur la posture de Réagissons. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour redonner à la démocratie ses valeurs? Il faudrait que les candidats tiennent parole, tiennent leurs engagements et ne se plient pas devant les obédiences maçonniques parisiennes. Ils se couchent devant ces obédiences maçonniques. Ils n'appliquent pas le programme qui s'était fixé au départ. Ils appliquent le programme des obédiences maçonniques. Mais les gens le voient bien, ils y constatent. Donc ils n'y croient plus. Les gens n'y croient plus. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait? Ce sont les mêmes qui se présentent, ce sont toujours ceux qui sont issus j'allais dire, d'un sérail qui se présentent aux élections. Comment les reconnaître? Comment appeler la population à choisir de bons candidats et de vrais candidats? Je crois qu'au départ, les candidats, à mon avis, au départ, ils sont tous de bons candidats. Mais lorsqu'ils arrivent à Paris, ils se font phagocyter. Parce qu'il y a d'une façon ou d'une autre, avec les départementales qui arrivent au mois de mars, avec les régionales qui arrivent au mois de mars 2021, il faudra quand même trouver des candidats, il faudra quand même voter pour quelqu'un, et il faudra aussi que la démocratie essaye de s'exprimer à nouveau. Gismi, je n'ai pas de réponse. Je n'ai qu'un constat. Je n'ai qu'un constat. D'accord. Moi, j'avais contacté une charmante dame il y a quelques années, qui était extrêmement charmante. Lorsqu'elle est arrivée au Palais Bourbon, son discours était rigoureusement le discours de la rue Cadet. Pour parler de façon un peu imagée, c'était exactement un copier-coller du discours de la rue Cadet. Elle avait été phagocytée par la rue Cadet. Elle n'avait plus de discours, c'était celui de la rue Cadet. C'était manifeste, hein. C'était mot pour mot le discours de la rue Cadet. Pourtant, c'est une dame que je connaissais, que je trouvais charmante et honnête. Mais le seul fait d'avoir fait le bon Saint-Denis de la Réunion, Paris, elle avait complètement été changée. D'accord. On va changer de sujet, on va terminer le sujet qu'on avait fait commencer. Oui, d'accord. La dernière fois, on a parlé du halal. Oui. Et aujourd'hui, une question, la question, vous voulez la poser à qui? Si vous devez parler de halal, vous m'avez parlé de Monseigneur Brie, écoutez, je vais continuer à préciser ce qu'est le halal. La fois dernière, on avait dit
que le halal était contraire à la loi française, parce que d'abord, le halal devait être sur le sol français une disposition dérogatoire. Or, à La Réunion, ce n'est pas une disposition dérogatoire, puisque c'est la règle. Dans certains abattoirs, dans les 2 principaux abattoirs de volailles à La Réunion, qui sont Crête d'Or à l'étang salé et Grondin du Chemin à Grand Coude, tout est halal. La totalité est halal. Comment est-ce que je le sais? Bon, parce que d'abord, j'ai contacté ces abattoirs, et ensuite, c'est précisé sur le site Halal Réunion. Donc, c'est tout à fait officiel. Ensuite, c'est une arnaque au Code du travail, parce que vous savez, Gismi, que nul ne peut être inquiété dans un recrutement à cause de ses convictions politiques, de ses convictions religieuses, de sa race, de ses opinions politiques. Or là, seul un musulman peut être recruté au poste d'abatteur dans une chaîne d'abattage, que ce soit de volaille ou de bœufs. Hein. Donc c'est s'asseoir sur le Code du travail. Donc ça n'est pas du tout, ça n'est pas acceptable, ça n'est pas tolérable. Ensuite, avant d'interpeller un certain nombre de personnes, je précise que le halal est une vente, ce qu'on appelle une vente associée. C'est strictement interdit par la loi française. Le client achète du halal sans le savoir. Ça n'est pas inscrit sur les étiquettes. Et il paye une redevance halal au GIE halal qui est ici à Saint-Pierre, sans que cela soit mentionné sur les étiquettes. Le halal, contrairement à ce qu'il laisse entendre, est une pratique superstitieuse et non pas religieuse. Le derrière de l'animal doit être orienté dans le sens opposé à la Mecque. Ça n'est pas du religieux, là, c'est de la superstition. Le halal est contre la liberté de penser et de choisir son alimentation. Il y a un ami qui m'a posé une question sous forme de devinette en me demandant quelle différence entre un pays non musulman et un pays musulman. Réponse: dans un pays non musulman, tout le monde mange comme il veut. Dans un pays musulman, on mange comme l'islam veut. C'est pas pareil du tout. Le halal, donc, est contre la liberté de penser et de choisir son alimentation. À La Réunion, le halal est imposé à tous les collégiens et à tous les lycéens. Donc, je me suis renseigné. À La Réunion, c'est le conseil régional qui sélectionne les entreprises qui tuent les poulets et les bœufs pour l'alimentation des collégiens et des lycéens. Donc, je me suis renseigné, je suis allé voir à la région le responsable. Il m'a dit, nous, la région, on s'en fiche totalement de savoir si c'est halal ou si c'est pas halal. C'est pas notre critère de sélection. Notre critère de sélection, c'est le prix. Basta. Le reste, ça nous est égal. Alors, je voudrais interpeller ici, aujourd'hui, les fédérations de parents d'élèves, les associations de parents d'élèves, et leur demander, est-ce que vous êtes d'accord pour que vos enfants collégiens, vos enfants lycéens, mangent en permanence du halal, du poulet halal, du bœuf halal, à tous les repas. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il y a à La Réunion, grosso modo, 10% de collégiens et de lycéens qui sont musulmans. 90% des collégiens et des lycéens ne sont pas musulmans. Ils sont catholiques, protestants, hindous, athées, agnostiques. Est-il normal que ces enfants mangent halal, contrairement certainement à leurs convictions profondes? Je pose la question, et l'autre question que je pose, association de parents d'élèves, fédération de parents d'élèves, est-ce que vous allez vous tourner vers le rectorat pour demander que cette arnaque cesse? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut préciser aussi sur le halal? Que ce n'est pas seulement l'alimentation.
C'est une arnaque qui concerne aussi la finance, ça concerne aussi le maquillage, ça concerne le tourisme, ça concerne en Chine des prélèvements et un trafic d'organes. Les Ouïghours en font les frais. Ça concerne aussi la prostitution. La prostitution, il y a une prostitution qui est halal. L'association Réalisson que je préside dénonce des faits, mais ne se contente pas uniquement de dénoncer, on propose des solutions. J'ai consulté Internet ces jours-ci et j'ai appris que la Pologne vient tout récemment d'interdire l'exportation de produits halal et de produits kashers chez eux en Pologne. Mais il y a également d'autres pays qui ont tout récemment également interdit la production de viande halal. C'est la Nouvelle-Zélande, la Suède et la Suisse. Comme quoi, l'abattage halal n'est nullement indispensable, ni aux musulmans, ni aux non-musulmans. Qu'est-ce qu'il faudrait pour la Réunion ? Eh bien, pour la Réunion, à minima, il faudrait que la réglementation française soit respectée. Nous sommes ici dans une république bananière, où la réglementation française n'est pas respectée. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un cahier où l'abatteur tient ses comptes. Aujourd'hui, par exemple, je sais pas, 500 kilos de viande de poulet halal. Demain, 300 kilos. Après-demain, il n'y a rien. Puis le soir du lendemain, il y a 600 kilos. Et tout ça est bien réglementé, est bien tenu à jour. Actuellement, il n'y a pas de cahier. Ça n'existe pas puisque tout est halal. Voilà. Ça, ce n'est pas normal. L'idéal étant bien entendu que le halal soit complètement supprimé parce qu'il ne sert à rien. Il ne sert ni aux musulmans, ni aux non-musulmans. C'est une pratique qui est obscurantiste, qui est superstitieuse, c'est du mercantilisme, parce que, évidemment, le halal entraîne un surcoût. L'abatteur paye entre guillemets, une redevance, une taxe au GIE halal de Saint-Pierre, qui est bien content de s'enrichir. J'ai appris, il y a quelques années, il y a une boulangerie qui m'a dévoilé le montant. Cette boulangerie payait, pour avoir le label halal, 80 € par mois. Ça paraît pas énorme, mais multiplié par le nombre de mois et multiplié par le nombre de boulangeries, à cette époque-là, ça doit faire il y a 4-5 ans, j'avais comptabilisé une dizaine de boulangeries à Saint-Denis. Dans ces boulangeries, Gismi, on ne pouvait plus acheter un croissant au jambon. On ne pouvait plus acheter des gougères au jambon. On ne pouvait plus acheter un croque-monsieur. On ne pouvait plus acheter une bière. On était totalement islamisé. Alors, comme je disais tout à l'heure, la différence entre un pays musulman et un pays non musulman, moi, je préfère être dans un pays non musulman où on a la liberté de s'alimenter comme on le souhaite. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore ? Il reste 1 minute. Eh bien, je pense que la balle doit être dans le camp de la région Réunion, puisque c'est la région Réunion qui dirige les appels d'offres pour les collèges et les lycées. Et cette collectivité doit exiger, non pas fermer l'œil, mais exiger dans sa demande d'abattage que celui-ci doit être traditionnel et elle doit refuser que de l'argent public aille au GIE halal de Saint-Pierre. Voilà. Merci. Un autre petit truc, on va terminer là-dessus. Le halal, c'est aussi la fête de l'Eid al-Adha, qu'on présente comme étant une fête religieuse. Et là aussi, c'est du mercantilisme. Et dans des pays d'Asie, avec les moussons et les pluies,
on voit dans les rues des torrents de pluie rouge parce que le sang des animaux se mêle aux pluies. Merci Armand Guillet pour ces informations sur le halal. On va passer, nous, à autre chose. On va continuer d'abord à suivre un petit peu la famille Elaya du côté de Piton-Saint-Leu. Je crois qu'aujourd'hui, on va écouter un des enfants, donc nous parler un petit peu de la charcuterie. On se retrouve juste après. Quand ça fait le boudin, alors il commence par quoi? Ben, le premier, c'est de mettre le pain trempé avec le sang, comme à l'ancienne. Du pain un petit peu râché. Et après, il faut faire les épices pour faire la farce. Nous mettons du chou, mon verre, piétier, gingembre, thym, les épices de poivre, un petit peu de muscade, sel. Voilà. Et sans oublier la graisse aussi, primordial. Alors, une chose que je n'ai pas montré, c'est les tripes. Oui, le boyau naturel de porc gratté. Avant, nous était fait avec du boyau pays, mais comme nous produisons beaucoup, ce n'est pas évident. Mais de temps en temps, nous faisons encore un petit peu. Et maintenant, on fait avec du boyau pour gratter. Quoi. Comment tu gagnes le sang cochon pour faire boudin? C'est à l'abattoir. Quand nous récupérons les carcasses, nous commandons toujours une vingtaine, une trentaine de litres de plus. Et tout vient de l'abattoir. Par rapport à avant, 20-30 ans de ça, quand tu tué le cochon dans la cour? Ben il n'est pas pareil. Avant, tu récupéré carrément le porc, vers 4 h du matin, tu es picalé avec une cuvette et le pain directement, tu habitué le pain, le sang. Quand tu piques le cochon, le sang tombe directement dans la bassienne. Mais il n'y avait pas beaucoup non plus. Tu avais peut-être un 5 litres, 4 à 5 litres. Parce que c'était quand même des pots de 150 kg à monter. C'est quand même assez conséquent. Alors, maintenant quand tu as fini de faire là? Et là, il faut préparer tous les épices pour roussir, pour faire la farce, pour faire le boudin. Et après, on va procéder au montage, pousser dans le boyau. Mais même ça aussi, il a changé maintenant. Je pousse avec le poussoir. Avant, c'était l'entonnoir, manuellement. C'est la dernière étape? Oui, la cuisson. Alors, comment ça se passe? Il faut déjà mettre le boudin à l'intérieur, il monte son piment, mais en général, quand le feu n'est pas malade, vous mettez à 87 degrés, cuisson bain-marie. Mais là, comme elle est un petit peu malade, il est difficile à régler, vous mettez à 11 minutes et 98. Alors, c'est comme si on était dans la marmite? Oui, et on veille de l'eau à 98. Dans le temps normal, on fait à 87, 88, mais plus moins sec. Et de Mouni peut faire quand les secs ou bien quand les un petit peu... À 87, il ressort quasiment comme de la marmite quand on fait à l'ancienne. Déjà, il est moins sec et meilleur.